Donc moi, c'est Frédéric Ballen, je suis floréfois. Donc Floref, c'est une petite commune près de Namur, une petite commune semi-rurale. Voilà, je suis ingénieur agronome de formation, mais je travaille dans les routes. J'ai 22 arbres au total, dont une grosse partie est mise en verger, potager et aussi voilà, un poulailler. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une autonomie en termes de fruits et légumes. Mais c'est de renforcer la biodiversité. Ça fait depuis 2004 que je suis en zéro phyto. Je n'ai jamais utilisé réellement de produits phyto, si ce n'est, j'avoue, parfois un peu de pyrètre dans la serre ou sur certaines petites cultures, ou parfois un peu de bouillie bordelaise sur tout ce qui est solanacée. Ça a étudié, quoi. Si une année a plu, ben on va en utiliser. Si une année sèche comme cette année, j'ai rien utilisé du tout. Il n'y avait pas de raison d'utiliser. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Donc sinon, au niveau du chimique, c'est rien depuis le début. Le verger date d'il y a une grosse douzaine d'années maintenant. J'ai eu l'occasion de racheter cette parcelle-là. Et alors au niveau des ravageurs, effectivement, donc le principal c'est le carpocap. C'est vraiment le principal problème. Il arrive, voilà, là, ça c'est le problème quand on a des voisins. Tout le monde ne met pas en place les mesures, donc on a des réservoirs de carpocaps à côté. J'ai eu l'occasion de racheter une parcelle à l'arrière de la maison dans laquelle j'ai tout développé, le gros du projet. Et donc, au niveau des fruitiers, l'idée, c'est vraiment d'avoir une diversité pour étaler aussi bien la production dans la saison que d'essayer de minimiser les risques avec les gelées tardives, ce qui permet d'avoir des floraisons étalées également. J'ai à la fois au niveau des fruitiers des hautes tiges et des basses tiges taillées en espalier. Donc les hautes tiges, ça vise la production, les basses tiges, c'est pour la collection et étaler. Et donc je me dis aussi, voilà, autant avoir en haute tige des variétés qui conservent, et en basse tige, ça permet d'avoir des variétés très hâtives sans être embêté avec des productions énormes qu'on ne sait plus quoi faire. On a quelques kilos de pommes, quelques kilos de poires. Ben, c'est très bien, comme ça conserve que quelques semaines, ben, on les a consommés, puis on a la variété suivante qui arrive. Et pour le reste, ben, comme il y a des variétés différentes, ben, l'avantage c'est que si une variété gèle une année, ben, c'est l'autre qui prend le dessus, et donc on essaye d'avoir cet équilibre qui s'installe. Et on se rend compte également, effectivement, qu'on a des variétés qui résistent mieux à la sécheresse que d'autres. Donc il y en a qui ont produit cette année, d'autres pas, d'autres ont des petites pommes, d'autres on ne voit pas de différence. Et de nouveau, en variant les variétés, il y a des variétés qui sont sensibles et d'autres pas, donc ou plus sensibles ou moins sensibles. Donc cette année, j'en ai quasi pas de la rouille, par exemple. Ben, voilà, on sait bien que la saison n'est pas, mais il y en a quasi pas. Même du coup, en fonction des années, vous voyez des variétés de poiriers qui sont plus ou moins sensibles à la rouille et des variétés de pommiers poiriers plus ou moins sensibles au carpocaps, aux attaques? Ça se voit moins sur celles qui produisent actuellement, mais c'est pas impossible pas impossible. Pour moi, qu'il y en aura que c'est moins sensible. Et donc, j'ai des hautes tiges qui n'ont quand même que maintenant une grosse dizaine d'années. Donc, le premier commence à réellement produire cette année. Donc, et il y en a beaucoup et on sent qu'il y a plus de pommes. Donc, pour moi, c'est moins sensible. Il y a quand même des variétés qui seront moins sensibles. J'ai une haie au nord, qui est une haie mixte avec toute une série de variétés. Il y a du cornouiller, de l'aubépine, du charme, de l'érable champêtre, de l'églantier. L'idée, voilà, c'était vraiment d'avoir une grande diversité dans la haie pour éviter une monoculture. Ce qui évite également parfois des problèmes également. Si on a une maladie qui s'installe, bah, au moins il y a une petite partie qui éventuellement a des problèmes et tout le reste reprend le dessus et continue à avancer. Et en plus, ça offre à la fois le gîte et le couvert, aussi bien aux oiseaux qu'aux pollinisateurs, et donc à toute une série d'insectes. C'est également des réservoirs de biodiversité pour tout ce qui est prédateur, pour la lutte biologique. Donc on a des réservoirs pour les coccinelles, pour les forficules, pour toute une série d'autres insectes. La haie est au nord également pour couper le vent, les vents froids d'hiver. Elle est semi-libre parce que je la taille une fois par an. On le fait toujours après le mois d'août. Donc les services publics peuvent tailler après le 31 août. Nous, on fait la même chose, quand ça nous arrange après le 31 août. Et à côté de ça, bah, ça sert quand même très très fort pour les oiseaux. On a énormément d'oiseaux qui restent dans ces haies. Et comme j'ai dit, bah, voilà, comme il y a une diversité dans les plantes, bah, on a des graines, des fruits qui apparaissent à un certain moment, on a des fleurs. Donc on essaye d'attirer également toute une série d'oiseaux via des prairies fleuries, qui permet d'attirer le chardonneret, le verdier, enfin, une série d'oiseaux comme ça. Et on a également placé des nichoirs à rapaces. L'avantage des espaliers, c'est qu'il faut mettre des piquets, donc au-dessus, on a mis des nichoirs à rapaces.
Et j'avais également un vieux cerisier qui est mort l'été passé, abattu. Mais on ne l'a pas abattu complètement, on a laissé tout le tronc et des branches, et donc ça sert de nichoir à différents rapaces. Donc on a déjà observé la buse là-bas, l'épervier, le cresserelle, qui viennent se poser et qui observent. Quel vous avez installé pour quels oiseaux, entre guillemets, pour quelle action, sur quel ravageur? Comment la biodiversité fonctionnelle peut vous aider à protéger vos cultures? Ouais. Alors, au niveau de la biodiversité effectivement fonctionnelle, on a dit qu'il y a différents éléments. Si on commence par les nichoirs, pour le moment, on a des nichoirs à la fois ouverts et fermés. Donc on a des nichoirs à mésanges avec différents diamètres d'ouverture pour attirer aussi bien la mésange bleue que les petites mésanges et les plus grosses mésanges. Et on a également installé des nichoirs semi-ouverts, plutôt pour attirer d'autres espèces. Alors, ils ne sont pas tous occupés, mais le principe c'est de le mettre. Alors ici, ce qu'on va rajouter également, c'est des nichoirs à moineaux, pour leur offrir aussi, pour augmenter la population de moineaux, même si elle est déjà assez importante dans le coin. L'hirondelle rustique est sur le terrain. La maison est en train de rénover dans le coin, donc il y a des gîtes qui disparaissent pour les hirondelles. Donc on va essayer également de les réattirer en réfléchissant aux abris de jardin ou pouvoir faire des ouvertures pour pouvoir que l'hirondelle puisse se nicher. Je réfléchis également à un nichoir à chevêche. Elle n'est pas directement dans le coin non plus, mais on est sur des itinéraires où elle pourrait potentiellement s'installer et il y a quand même des grandes pâtures à côté. Donc on est dans un milieu qui pourrait lui convenir. Et je vais tester une nichoir à chauve-souris. Quand on a une haie, on a quand même du lierre à certains endroits. Il y a quand même du gîte également pour les oiseaux, pour les chauves-souris, pour les insectes. Et ça apporte quand même un petit plus. Et puis c'est l'occasion, c'est didactique également pour montrer aux gens qu'on peut faire des choses facilement. Et dans le fond du jardin, j'ai également des ruches pour la pollinisation. Et on place également des nichoirs à abeilles solitaires à certains endroits pour pouvoir les attirer également. Au niveau de la prairie fleurie, ben ça j'en ai depuis quasi le début aussi. Donc si je peux tourner le minimum, ça m'arrange bien. Donc ça c'est déjà un premier avantage. De deux, comme on met de ça, enfin prairie fleurie, c'est quelque chose qu'on peut auto-entretenir en le fauchant, en laissant les graines retomber au sol. On a vraiment un milieu qui commence à se développer, même si certaines variétés vont prendre le dessus par rapport à d'autres. À côté de ça, ça attire à la fois des pollinisateurs, donc on a beaucoup d'abeilles solitaires, on a beaucoup de bourdons qui sont dans le jardin, beaucoup de guêpes, et donc voilà, parfois on a le débat, quand on a des abeilles domestiques, on n'a pas d'abeilles solitaires, ou on a moins d'abeilles solitaires. C'est faux, parce que si on met le milieu à côté qui va avec, on peut développer ces populations parce qu'on va jouer sur des heures de pollinisation différentes. Et donc c'est ça tout l'intérêt de cette prairie fleurie. Et la prairie fleurie sert également énormément aux chardonnerets pour venir piquer des graines. Et donc voilà. Et donc ces prairies fleuries, moi je les fauche une fois par an. Par contre, c'est vrai que je fais attention à tondre tous les pieds des arbres, parce que sinon il y a le campagnol qui s'installe et lui il se développe quand même assez fort et il peut faire des dégâts. Donc là, je tonds à proximité. Et rien que le bruit permet également d'embêter aussi les campagnols pour les éviter. Également une mare. Et donc la mare est en sortie de lagunage, parce qu'on est en épuration individuelle chez nous. On a les oiseaux qui viennent boire, on a les abeilles qui vont dans la mare chercher de l'eau, on a les batraciens, principalement des tritons. Vous avez vu dans votre jardin, grâce à tous ces oiseaux, par exemple les mésanges, notamment une diminution, par exemple, dans les populations de carpocaps? Les mésanges, le frelon, enfin la guêpe, c'est tous des alliés, quoi. Ils vont peut-être pas attaquer nécessairement le carpocape, mais ils peuvent attaquer les chenilles. Donc, j'ai jamais eu de gros problèmes de chenilles, par exemple. Je pense que carpocape, c'est peut-être pas l'exemple plus typé pour la mésange. Mais voilà, ça aide quand même. Donc, dès qu'on peut avoir des prédateurs, c'est à prendre, c'est tout bon à prendre. Donc oui, je suis persuadé qu'on a moins de dégâts sur l'ensemble du potager et sur l'ensemble des arbres. On entend parfois des gens qui disent j'ai plein de chenilles. Moi, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. J'ai très peu de problèmes de limaces et d'escargots. Donc, je suis persuadé que c'est cet équilibre qui participe à l'ensemble. Le changement climatique est quand même compliqué pour le moment de savoir un peu vers où aller. C'est ça que je pense qu'il faut de la diversité et faire autrement et tester. C'est vrai qu'on laisse pousser le lierre aussi à certains endroits tout en gérant pour ne pas qu'ils viennent plus loin que ce qu'il faut. On laisse pousser des orties à certains endroits dans le jardin qu'on fauche au bon moment pour éviter justement d'en avoir partout. Donc c'est vraiment garder un équilibre. Comme il y a beaucoup de fruits qui tombent, ou parfois la chenille est encore dedans, moi ce que je fais, c'est que je ramasse régulièrement tous les fruits tombés au sol. J'ai pas un grand verre, enfin voilà, c'est quelques arbres, c'est assez facile. Et je les mets dans le poulailler. Parce que le gros avantage, c'est que les poules vont aller picorer dans les pommes.
ça va disparaître de toute façon en hiver, ça va se décomposer. Et si les chenilles qui sortent, les poules vont les manger. Donc c'est toujours ça qu'on aura en moins comme ravageur l'année d'après. Et je fais la même chose avec les feuilles mortes. Donc en hiver, je ramasse toutes les feuilles mortes quand elles tombent pour éviter justement de garder soit des champignons pour la rouille au niveau du sol, soit pour éviter de garder trop de cachettes au pied des arbres en hiver qui servent à ce moment-là à des ravageurs. Alors c'est toujours des équilibres parce que le paillage est intéressant en été où il faut garder, et en hiver j'élimine pour éviter justement ces prédateurs. Donc voilà, donc c'est ça que je fais avec les fruits, et c'est vrai que je pense que ça participe quand même à la gestion globale de tous ces prédateurs. Et les poules grattent dedans, donc ça élimine quand même pas mal. Non, elles ne vont pas dans le verger. Je l'ai fait il y a quelques années, mais elles faisaient plus de dégâts qu'autre chose. Et là où j'avais, elles ne courent plus pour le moment. Je préfère aller leur donner éventuellement de la verdure, les produits de fauche, les salades montées, que de les laisser courir partout. En tout cas, du coup, elle vous aide pour les carpocaps, et enfin pour manger les chenilles carpocaps. Et par rapport à tout ce qui est feuilles et éventuellement tiges avec des dégâts de rouille, vous les mettez également dans le poulailler, ou ça vous mettez à la poubelle? Donc effectivement, je les mets aussi dans le poulailler où ça se décompose, quoi. Voilà. Donc effectivement, on est quand même à proximité, enfin on est quand même à combien, une vingtaine de mètres des poiriers, mais on n'est pas sous le poirier lui-même, donc ça limite quand même la propagation. J'ai quand même récolté plus de pommes cette année sur les espaliers que les autres années en ayant mis les pièges à carpocaps. Les pièges à carpocaps, du coup, ils étaient uniquement sur les espaliers et pas sur les aussi, si. Donc ils étaient sur les espaliers en basse tige pour les pommes, et j'en ai mis sur les hautes tiges pour les prunes. Alors les prunes, donc il y avait j'étais voir donc régulièrement, comme vous l'avez dit, et effectivement il y a plein de carpocaps qui étaient repris, quoi. Maintenant, à côté de ça, la production, j'ai pas de référence parce que donc, sur les reines claudes, je n'ai pas eu de reine claude. Il n'y a pas eu de reine claude du tout sur l'arbre. À mon avis, il doit y avoir une sécheresse, je l'ai tardive, à mon avis, une combinaison des deux. Par contre, sur les prunes, on en a eu. Alors là, j'ai deux variétés, j'ai la prune de Namur et la Sainte-Catherine. Sur la prune de Namur, la production est moindre, moins que ce que je m'attendais par rapport à ce qu'on voyait à certains moments dans la saison. Mais je trouve que voilà, on en a quand même moins qui sont attaqués par le carpocaps. Donc ça a quand même son effet. Et la Sainte-Catherine, oui, il y en a quand même moins. J'ai la difficulté aussi que le voisin a un gros prunier juste à côté qui lui ne traite pas. Donc c'est ça aussi. Et il ne ramasse pas les fruits. Donc c'est toujours ça le problème, c'est qu'on peut le faire chez soi, mais on ne sait pas ce qui se passe à côté. Par contre, la Sainte-Catherine est couverte de fruits. Et elle n'est pas encore récoltée. Et vous n'avez pas forcément vu de dégâts de carpocaps sur... Non, il y en a, mais pas... voilà, ça va, quoi. Mais par contre, ça me convainc de multiplier les pièges l'année prochaine. Je vais en racheter et refaire, quoi. Les pièges, cette année, vous en avez mis 6? Ouais. 6. 2 chez les pruniers, le reste était sur les espaliers. Okay. Sur les pommes, j'en avais pas mis parce que l'arbre, les autres années, avait du mal à produire. Mais c'est vrai que je ne mets pas un piège pour les jeunes arbres parce que s'il y a 4-5 pommes dessus, ça ne sert à rien, quoi. Par contre, c'est vrai que les carpocaps, c'est surtout sur les pommes et les prunes. Je n'ai quasi jamais de dégâts de carpocaps sur les poires. Donc voilà, donc moi, les phéromones, c'est vraiment quelque chose que je suis convaincu, quoi. C'est une technique qui vous a satisfait et vous pensez l'année prochaine augmenter le nombre de pièges, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce serait pas mal que les jardineries se mettent à vendre du gros également, et pas le piège individuel qu'on a. Ça, ce serait bien, si le particulier pouvoir en acheter 10, 15, on ne trouve pas. Les phéromones, vous les aviez, c'était toutes les 6 semaines, quelque chose comme ça? Oui, j'ai fait un changement au bout de 6 semaines, et puis voilà, ici, ils ont été retirés. En place de quand à quand les pièges? Ils ont été mis en place de début mai, fin avril, début mai. J'ai changé, allez, on va dire début juin, à peu près à 6 semaines, et puis je les ai retirés après le 15 août en disant de toute façon, voilà, à ce moment-là, ça ne servait plus à rien de laisser. Et le piège, du coup, vous le regardiez toutes les semaines, tous les 2-3 jours? J'allais voir très régulièrement, peut-être pas tous les 2-3 jours, mais au moins tous les week-ends, j'allais voir ce qu'il y avait dedans. Franchement, les collants étaient couverts d'insectes. Donc c'était franchement, il y en avait quand même pas mal. Et tous sans exception. Ça me convainc de rajouter des pièges éventuellement à d'autres endroits, pour se dire, voilà, comme ça on diminue la population. Si la production augmente, autant piéger directement, pour essayer d'avoir un équilibre. Puis convaincre les voisins d'en mettre alors après, pour leur montrer que ça marche, quoi.
les chenilles dont vous parlez, par exemple, que vous avez dans votre potager, c'est la pierrie du chou? Par exemple, oui. Par exemple, c'est la classique. Mais ça, à ce moment-là, si on l'observe bien, j'ai remarqué qu'elle se met parfois sur un ou deux choux, pas nécessairement sur tous. Alors parfois, il faut en mettre un peu plus et se dire, bah tant pis, celle-là c'est pour le garde-manger, et puis pour les chenilles et les papillons, et te dit que les autres, bah, c'est pour nous, quoi. Sinon, voilà, je regarde à maintenir les populations sous un seuil de nouveau, quoi. S'il y en a une ou deux, c'est pas grave. S'il y en a beaucoup, bah, à ce moment-là, on les élimine manuellement, hein. Puis la chenille, bah, voilà, ça sert à manger aussi à d'autres, donc c'est des équilibres à avoir. Là, c'est plus des dégâts parfois de guêpes au mois d'août. Mais ça, c'est plus facile à gérer avec un piège à eau sucrée, et donc on les capture à ce moment-là. Et ce que j'ai observé cette année aussi, c'est le frelon asiatique qui commence à s'attaquer aux fruits aussi. Non seulement il s'attaque aux abeilles, mais il s'attaque aux fruits. Et lui, il fait des dégâts. Il était fortement sur les vignes, et donc il a attaqué quand même pas mal les raisins. Plus que les guêpes et le frelon européen. Voilà, mais c'est une observation, donc c'est peut-être aussi, faut voir dans le temps ce que ça donne, hein, mais c'est certainement la sécheresse, quoi. Ouais, exactement. Très difficile à dire pourquoi.